Merci d'écouter Radio Haïti Connexion à l'heure de cette revue hebdomadaire de nouvelles. Je suis Pedji pour vous informer de l'actualité en Haïti du 14 au 20 avril 2013. Et vous allez entendre Hervé Gilbert pour les nouvelles de la diaspora, toujours du 14 au 20 avril 2013. Au sommaire de ce bulletin, les accusations de corruption au sein du gouvernement faites par un cousin du chef de l'État continuent de faire des vagues. Et pour la diaspora, Maduro vainqueur l'élection de l'héritier de Chavez contestée. États-Unis, l'explosion à Waco a fait entre 5 et 15 morts. Autre sujet de la diaspora, aéroport international du Cap sera l'aéroport Hugo Chavez, précise la primature. Tous ces points vous seront développés juste après cette pause publicitaire. Ce bulletin de nouvelles est patronné par la maison d'édition du Marais à Québec, Canada. Pour vos publications de livres, choisissez cette maison d'édition gérée par Nathania Etienne. En plaçant vos commandes, faites mention de Haïti Connexion Network ou envoyez un email à gilbert.col@att.net et une partie des fonds de ces commandes ira au projet de développement en Haïti. Voici à présent le développement des points du bulletin. Les membres du collège transitoire du Conseil électoral permanent ont prêté serment ce vendredi 19 avril 2013 après une semaine de la publication dans le Moniteur de l'arrêté présidentiel nommant ces 9 personnalités. Étant maintenant légalement en fonction, les membres du Conseil devront se mettre au travail pour préparer les élections de cette année qui semble déjà marquée par l'incertitude, le doute et la méfiance. Cette méfiance est alimentée par l'annonce faite dans la presse au sujet d'une éventuelle convocation prochaine de l'ex-président Aristide relative à l'affaire du journaliste Jean-Dominique. Les partisans de l'ex-président accusent le pouvoir en place d'utiliser cette convocation comme une arme politique en vue de mettre les Aristidiens dans une situation contraignante parce que ces derniers seraient bien placés pour obtenir de nombreux sièges sénatoriaux ou municipaux au cours de ces élections. Selon l'agence haïtienne de presse, c'est l'ancien secrétaire d'État à la communication, Guilherme Sedelva, qui avait communiqué le 16 avril dans plusieurs médias de la capitale des informations selon lesquelles l'ancien président Jean-Bertrand Aristide serait invité à la cour d'appel le mercredi 24 avril par le juge instructeur Ivikel Brésil dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Jean-Léopold Dominique et du gardien de Radio Haïti Inter Jean-Claude Luissin. Toujours d'après l'agence haïtienne de presse, les déclarations de Richard Morse, cousin et ancien conseiller du président Michel Martelly, selon lesquelles le chef de l'État et ses proches seraient corrompus, suscitent des réactions diverses et variées au Sénat de la République. Ces accusations ont été rapportées, rappelons-le, dans l'édition en ligne du Toronto Star. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a dit que ces déclarations ne faisaient que confirmer ce que lui, son collègue Moïse Jean-Charles et d'autres personnalités dont les avocats Newton Saint-Just et André Michel ne cessaient de répéter depuis des mois. Le parlementaire a fait remarquer que le gouvernement n'a jamais voulu s'expliquer devant le Congrès haïtien sur l'utilisation de plus de 5 milliards de gourdes débloquées pour faire face aux urgences post-samedi. C'est une preuve que les choses sont loin d'être claires, a dit M. Bien-Aimé. Il a aussi mentionné les nominations du fils aîné et de la femme du président à la tête de commission où il gère, en dehors de la loi, des fonds du trésor public.
Le sénateur Lucas Saint-Ville s'est montré pour sa part plus prudent et a refusé de croire pour l'instant les déclarations de Morse. Mais ce parlementaire n'a pas écarté la possibilité de soulever les accusations de Morse lors d'une séance au cours de laquelle des membres du gouvernement seraient appelés à s'expliquer sur la façon dont les fonds publics sont dépensés. Vous venez d'entendre une revue de nouvelles d'Haïti allant du 14 au 20 avril 2013. Et maintenant, vous allez entendre Hervé Gilbert pour celle de la diaspora. Merci de nous avoir suivis. C'était PJ depuis Haïti qui vous souhaite de passer d'agréables moments sur Radio Haïti Connexion. Au revoir et à la prochaine. Merci Pedji. L'élection présidentielle au Venezuela pour combler le vide laissé par le président Hugo Chavez décédé le 5 mars 2013 de cancer a eu lieu le dimanche 14 avril où Nicolás Maduro, 50 ans, le vice-président de Chavez, a été élu avec 50,8% des suffrages contre 49% au candidat de l'opposition, le gouverneur Enrique Capriles, qui a contesté les résultats. La prise de fonction de Nicolás Maduro aura été jusqu'au bout mouvementée. Le vendredi 19 avril, le nouveau président vénézuélien a prêté serment devant l'Assemblée nationale en l'absence des députés de l'opposition qui continuent de contester son élection. 17 chefs d'État assistaient à la cérémonie alors que M. Maduro, ému, prononçait son discours d'investiture. Un homme en chemise rouge a fait irruption à la tribune et l'a violemment bousculé. Il a été rapidement contrôlé par les services de sécurité. Des dizaines de bus étaient parqués sur l'avenue Libertador. Des quatre coins du pays, les chavistes avaient fait le voyage pour venir applaudir leur nouveau président et signifier à l'opposition qu'une majorité, c'est une majorité, même quand elle est très mince. Autre point dominant de l'actualité, une semaine très mouvementée aux États-Unis, où 2 explosions ont fait 3 morts et plus de 176 blessés le lundi 15 avril 2013, vers 2h50 de l'après-midi, près de la ligne d'arrivée du marathon de Boston, en plein centre de la ville. Une 3e explosion a eu lieu à la bibliothèque JFK de Boston, selon la police, qui a précisé que l'incident semblait être lié à un feu. Parmi les morts figurait un petit garçon de 8 ans, a rapporté le journal Boston Globe. Ces explosions survenues à quelques secondes d'intervalle l'une de l'autre au point d'arrivée du marathon, qui avait attiré des dizaines de milliers de spectateurs, constituent le plus grave attentat sur le sol américain depuis le renforcement de la sécurité suite aux attaques du 11 septembre 2001. Le marathon de Boston, organisé dans la capitale du Massachusetts depuis 1897, est le plus vieux marathon annuel du monde. Il est habituellement couru le 3e lundi d'avril. Le 15 avril représente aussi une date importante dans l'histoire de Boston, connue comme le Patriots Day et le jour des impôts. Suite à cet attentat, plus de 9000 hommes mobilisés qui ont finalement traqué les suspects en fuite. Dzhokhar Tsarnaev, soupçonné avec son frère tué dans la nuit de jeudi à vendredi lors d'une confrontation avec la police d'être l'auteur des attentats de Boston. Hospitalisé dans un état grave, le suspect de l'attentat de Boston, Dzhokhar, gravement blessé lors de sa capture, a repris conscience dimanche soir et a commencé à répondre par écrit aux questions des enquêteurs. Selon des médias américains, le jeune homme de 19 ans a été hospitalisé à l'issue d'une chasse à l'homme de 24 heures dans l'agglomération de Boston. Il est soupçonné d'être l'auteur avec son frère aîné Tamerlan. Autre point de l'actualité toujours aux États-Unis, une autre explosion meurtrière dans une usine d'engrais au Texas. L'explosion intervient 2 jours après l'attentat du marathon de Boston dans la ville de West, située à 32 km de Waco, la ville où s'était déroulé le siège du groupe religieux de David Koresh, le groupe qui avait été encerclé par le FBI, dont 86 personnes avaient péri dans cette affaire qui reste un marqueur pour l'extrême droite américaine. Or, nous sommes à 2 jours du 20e anniversaire de ce drame. Il est donc difficile pour la population locale et pour les Américains en général de ne pas y penser, surtout dans un pays qui vit depuis 2 jours dans la hantise d'un nouvel attentat. Dans un premier bilan officiel, la police évoque la mort de 5 à 15 personnes, alors que 160 autres ont été évacués vers les hôpitaux les plus proches. Les dégâts matériels étaient très importants. Des dizaines d'habitations qui se trouvaient près de l'usine ont été détruites ou endommagées par la déflagration, et le centre de la localité a dû être évacué. On ne sait pas encore ce qui est à l'origine de l'accident, mais selon le porte-parole des pompiers, cela pourrait être de l'ammoniac. Selon un témoin visuel cité par l'agence France Presse, l'explosion a été précédée d'un incendie. Il peut donc s'agir d'un accident. Mais tout le monde dans le pays pense à la possibilité d'un acte terroriste. Le gouverneur de l'État du Texas, Rick Perry, de son côté,
avait mis toutes les ressources de l'État à la disposition de la ville sinistrée. Voilà, c'est la fin de notre coup d'œil sur l'actualité dans la diaspora. Merci de votre attention. C'était Hervé Gilbert depuis la Floride qui vous souhaite une bonne semaine en compagnie de Radio Haïti Connexion. Merci.